Dans votre blog, vous publiez des récits sur le quotidien des avocats en droit pénal. De ces récits, vous avez tiré un livre au guet-apens. Vous avez également publié un article dans la revue 21. Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner ainsi? Alors au départ, moi j'adore les mots et c'est vrai qu'Internet offre un format qui est quasiment illimité en la forme et au fond, et que je pouvais décider de raconter les histoires. Et les histoires que je vis, je trouve qu'elles sont très mal connues, comme toutes celles de mes confrères au quotidien, très mal connues du grand public, parce que le public, il n'en connaît que les comptes rendus de la presse, qui sont souvent très formatés pour des raisons de place et de capacité de temps à raconter. Et que par exemple, le récitif de faits d'abus sexuels, pour prendre cet exemple-là, c'est un domaine que je connais bien, c'est des heures et des heures et des jours d'audience, c'est beaucoup d'humanité, c'est un personnage, c'est une descente aux enfers, c'est une victime. Tout ça est résumé dans la presse en quelques lignes en général, qui se résument à la condamnation d'un nouvel abuseur sexuel. Il y aurait une troisième raison, qui était qu'on porte ces affaires-là en nous assez longtemps, et que c'était aussi une manière pour moi de coucher sur le papier mes sentiments, mon ressenti, et aussi ma propre pratique, et y compris avec ses faiblesses bien sûr, et de la soumettre à l'appréciation des gens qui pouvaient venir, dont les retours évidemment me permettent éventuellement de me corriger ou d'analyser quelque chose, en tout cas une sorte d'exutoire personnel. Cette présence sur le web via Twitter et votre blog, qu'a-t-elle apporté à votre activité d'avocat? Je crois vraiment que c'est le regard Il y a évidemment une partie des gens qui me suivent, qui le font parce que ce sont des professionnels aussi, des magistrats ou des avocats, et qu'on recoupe finalement nos ressentis, tous les uns les autres, et que ça fait un réseau de communication finalement national sur ce que peut être notre pratique quotidienne à tous. Ça, c'est une chose, et elle est bien agréable, mais à part l'étendue géographique, elle ne va pas tellement au-delà de ce qui se passe quand on est dans une juridiction avec les confrères que l'on croise à l'audience ou les relations qu'on peut entretenir avec les magistrats. Par contre, le regard extérieur, notamment sur le blog, de personnes qui ne sont pas des juristes, qui sont plus de potentiels jurés que des confrères ou des magistrats, là oui, il y a un plus parce que j'ai pu vérifier en fait qu'il y avait de quoi critiquer ou pas mes attitudes, mes propres options, et puis aussi que cette édification des gens dont je vous parlais tout à l'heure et que j'essaye de réaliser par le blog, elle fonctionnait ou pas. Il y a des choses dont j'étais moi persuadé qu'elles étaient évidentes. Par exemple, le fait qu'un type qui puisse s'en prendre à des enfants en très bas âge à répétition, il y a un aspect bien plus maladif que pénal à mes yeux, c'est presque une banalité de le dire. Et les gens n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Sur le blog, je me souviens notamment avoir donné la parole à l'un d'entre eux, quelqu'un qui se disait pédophile, et qui a écrit quelque chose là-dessus. Et les réactions étaient passionnantes parce qu'il y avait une vraie discussion avec des gens qui étaient dans l'incompréhension la plus totale au départ. Bref, ça permet toujours d'évoluer, évidemment, le regard des autres, et plus il y en a, et mieux c'est. Et j'ai pu constater aussi, moi, ce que j'avais jugé comme étant mes faiblesses ou mes propres réactions était commenté différemment, et était soit supporté, soit à l'inverse critiqué, à juste titre parfois, par des gens qui me suivent. Tout ça, évidemment, ça permet de progresser, de grandir, on le fait beaucoup mieux à coup de critique, et puis finalement d'avancer dans les plaidoiries suivantes, donc dans la vraie vie. Donc tout ça est assez interagissant, pour prendre un mot à la mode. Et est-ce que ça a changé le regard des magistrats sur vous? Il y a des petits offs, je pense qu'il y a des magistrats qui me suivent, qui ne se révèlent pas parce qu'il y a plus d'obligations de discrétion, encore que sur Twitter ils se lâchent largement, sous leurs pseudonymes respectifs. Je pense que ceux qui me connaissent et ceux qui savent qu'en même temps c'est maître mot, il y a comme ça une petite connivence de lecteur à auteur, entre guillemets. Bon voilà, ça c'est pour le off et pour les bonnes relations que j'avais déjà d'ailleurs avec les magistrats et que je continue à entretenir, heureusement avec la plupart d'entre eux, et on travaille quand même tous ensemble. Étant auxiliaire de justice, on ne le dira jamais assez, en tout cas l'avocat. Le petit ressenti que j'en ai, je le dis un peu en souriant parce que c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est que quand je suis à une audience, que j'y plaide ou que j'y sois là en spectateur, j'ai parfois eu l'impression que certains magistrats
polissaient un peu leur discours, faisaient un petit peu attention à ce que la personne entendue soit pas trop malmenée, à ce que l'audience respecte un peu plus que ce qui pouvait se passer avant, un certain formalisme. Peut-être, me suis-je dit, le magistrat en question n'avait pas spécialement envie de faire l'objet d'un tweet à la sortie de l'audience. Ou voilà, c'est un petit amusement qu'on peut en avoir. Il y a peut-être un petit polissage de tout ça à partir du moment où ils savent qu'il y a un journaliste de plus dans la salle, on va dire ça comme ça. Comment s'organise la journée type d'un avocat aussi présent sur le web? Alors pour les textes, c'est très différent parce qu'il y a une vraie concentration et c'est autre chose évidemment d'envoyer une phrase ou deux en 140 caractères. Les textes, je les écris la nuit, ça se passe jamais ni sur mon temps de travail, ni sur mon temps personnel, de familial notamment. D'ailleurs, Madame Moss ne souhaiterait pas que ça se passe autrement. Et j'ai la chance ou la malchance, peu importe, mais d'être un peu insomniaque, de me réveiller très tôt et en gros de 4 h du matin à 7 h, j'alimente la partie de texte. Twitter, c'est un petit peu différent, tout le monde a une boîte mail, relève ses mails régulièrement et y répond en fonction de l'urgence et en fonction de l'intérêt des demandes. Twitter, c'est exactement la même chose. Je tweete, j'ai un compte Twitter qui est constamment allumé et je travaille et puis en guise de pause, je vais jeter un œil aux dernières bêtises qui se sont dites sur ce magnifique réseau social et j'y réponds ou je l'alimente de mes propres bêtises à moi. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit de Twitter. C'est d'ailleurs un de ses avantages, c'est qu'il n'y a pas forcément de suivi et qu'on y vient quand on veut, exactement comme pour l'email. Est-ce que vous auriez un message particulier à adresser à vos plus de 8000 followers? Qui continue, que je dis pas que des bêtises. Non, sauf à les remercier qu'ils aient trouvé suffisamment d'intérêt à suivre un avocat qui souvent quand même sur Twitter soit raconte les petites anecdotes, parce que le format là pour le coup est extrêmement limité, les petites anecdotes du quotidien, là encore de la vie d'un avocat, vous voyez, on retombe toujours un petit peu sur cette donnée-là, soit qui se détend un peu en blaguant sur l'actualité, peut-être avec un regard de juriste, et Dieu sait que depuis quelques mois et quelques années, l'actualité juridique vue par les praticiens du droit, il y avait de quoi faire et de quoi commenter largement.